Et bonjour tout le monde, je reviens encore avec mon histoire Patrick, je vous ai fait une vidéo où je faisais des commentaires sur les réactions, sur les commentaires que je voyais, etc. L'idée c'est plutôt pour moi de déplier un peu, ma pensée et puis de déposer quelque part plutôt que de mettre des commentaires sur les réseaux et puis qu'on voit bien comment ça se passe. Tu mets un commentaire, une réponse, tu as toujours le contre-argument, etc. Et je crois que finalement on n'arrive jamais à convaincre qui que ce soit, si bien que finalement les propos que je tiens en fait par exemple, ils ne feront jamais que, soutenir une idée déjà en place chez les gens qui sont OK avec moi. Hein, c'est surtout ça. On va en général filtrer par rapport à ce qui nous correspond, par rapport à nos expériences, comme un filtre en fait qui nous permet aussi de mettre une cohérence par rapport aux événements en fonction de ce qui nous arrange. Et c'est très rare en fait qu'on se retrouve face à ce qu'on va appeler des dilemmes perturbateurs au sens du sociologue Jack Mezirow, en fait, qui vont nous amener complètement à ce qu'il appelle un apprentissage transformateur, où c'est complètement et tout le câblage et le paradigme en fait de la vie qui change. Je sais que ça sert à rien en fait de mettre des commentaires sur internet, en tout cas de mon côté, parce que je vais avoir les pouces de ceux qui sont OK avec moi et puis les dislikes de ceux qui sont pas OK avec moi, etc. Donc, alors je continue là-dessus vis-à-vis d'autres commentaires que je vois, de ce qui se dit, parce que de toute façon il y a une espèce une absence de pudeur de manière générale des médias qui vont maintenant balancer des trucs putaclic, etc. sur le sujet avec des gros titres et tout, voilà, qui donnent envie de lire, et puis la moindre petite info, même si elle n'est même pas vérifiée, ça devient un sujet, et puis on fait 10 lignes, voire plus en fait là-dessus. Bon bref, je tombe sur des trucs, et puis donc toujours en lien avec la manière dont ces éléments en fait ils sont filtrés, parce qu'il y a de la dissonance cognitive aussi chez les personnes qui sont fans, au même titre qu'il y aurait de la dissonance chez les gens qui seraient contre en fait. Je veux dire, ça marche d'un côté, ça marcherait aussi de l'autre. Parmi les nouvelles choses que je lis, que je découvre, il y a un truc, c'est la Bruelmania. La Bruelmania qu'on a tous connu. Enfin, moi, j'aimais bien, moi, hein. J'étais pas dans la Bruelmania Patrick, machin, quand j'étais gamin, mais j'avais l'album, j'écoutais beaucoup, j'aimais bien, en fait. Et depuis très très longtemps, c'était une personne que dans le paysage j'estimais, mais de façon en disant ouais voilà, je l'aime bien, voilà, des gens comme ça, on les aime bien, voilà, c'est tout, mais sans avoir été dans la Bruelmania. Et la Bruelmania c'était quoi? C'est effectivement un côté très Beatles, un côté très boys band qu'il y a eu plus tard, où finalement on voyait des jeunes filles ou jeunes femmes qui sont toutes euphoriques, machin, parce qu'elles voient leurs idoles. Il y a cet argument là qui dit que les filles se jetaient sur lui à l'époque. Oui, peut-être qu'il y a des filles qui se sont jetées sur lui, et peut-être même qui ont eu des relations et tout ça dans ce cadre-là, dans un cadre un peu d'idolâtrie ou pas, et peut-être même qu'il en profiterait ou qu'il en aurait profité à ce moment-là, mais je veux dire, c'est pas la même chose par rapport à des questions de violence sexuelle, de viol, etc. Je veux dire, les deux peuvent exister en fait, c'est ça que ça veut dire, et parce que ça reviendrait à dire que les personnes qui ont témoigné, qui ont porté plainte, ce serait inévitablement des jeunes filles de l'époque qui auraient été dans la Bruelmania, qui auraient été fans, qui seraient jetées, et puis voilà, t'as cherché, t'as eu, ou non. Je veux dire, c'est pas forcément les mêmes personnes, au même titre que ça pourrait être les mêmes personnes, mais vouloir se rapprocher de quelqu'un et subir une agression, il y a un gap quand même. Pas mettre au même niveau. Et dans les arguments, il y a le fait que il était beau, il était populaire, il n'avait pas besoin de violer. C'est là que ça devient problématique, dans le sens où, d'une, ça voudrait dire que ceux qui ont besoin de violer, ce seraient des pauvres et moches. Si t'es pauvre et moche, donc ça veut dire que voilà, l'idéal type du violeur, ce serait quelqu'un de précaire qui est assez vilain, qui a un physique ingrat, donc ça c'est stupide, parce qu'on le sait qu'il y a toutes les couches sociales,
On voit bien que dans les histoires Epstein et compagnie, c'est pas les gens les plus moches et c'est pas les gens les plus pauvres, au contraire, mais parce qu'on associe en fait la question du viol à la question de la sexualité, d'un point de vue pulsionnel, d'un point de vue génital, etc. Sauf que non, là on est dans une histoire de prédation, de domination, de volonté, en tout cas je veux dire d'écraser, d'asseoir une emprise à un moment donné sur quelqu'un. Donc c'est pas le sujet. Ça veut dire que tu sois beau ou pas beau, que tu aies plein de filles qui te courtisent ou pas, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un problème dans sa tête à ce niveau-là, de ce genre-là. Donc en fait, cet argument-là, moi, je l'entends pas du tout. Je peux pas l'entendre, je peux pas le comprendre, parce que ça viendrait à vouloir rationaliser. Ça reviendrait à dire, en vrai, que le viol, du coup, serait une forme de sexualité. Et là, c'est problématique. Parce que non, ce n'est pas une forme de sexualité, ce n'est pas de la sexualité, pas du tout. Donc du coup, qu'il eût été beau, populaire, et qu'il est plein d'ouverture, de possibilités, parce que toutes les femmes étaient à ses pieds, n'annule pas le fait qu'il puisse avoir été prédateur, d'autant plus que il y a une étude, je sais plus quoi, mais j'ai pas les références, donc du coup je veux pas non plus dire trop de conneries, mais que j'avais entendu que plus finalement on avait du pouvoir, plus ça venait faire baisser en fait l'empathie. Moins on serait empathique. Il y a des contre-arguments là qui débarquent où un tel dit non, je l'ai connu, il s'est toujours bien comporté, de trucs comme ça. J'ai vu là un article, une photo avec la chanteuse Nolwenn Leroy, comme quoi c'était quelqu'un un peu un repère, un soutien, etc. Enfin des choses positives en fait qui vont en défense et tout ça. Mais ça n'empêche pas d'être quelqu'un de bien dans certains cadres, ou en tout cas de paraître bien dans certains cadres et d'être infâme dans d'autres cadres. Enfin, je veux dire, c'est toujours l'image qu'on utilise un peu en stand-up où on compare tout au boulanger ou à la boulangerie. Enfin, je veux dire, il peut être très très cool avec ses clients, le boulanger, alors que finalement, enfin, il viole ses filles la nuit tombée. Enfin, je veux dire, il y a rien. Enfin. C'est pas possible, j'en reviens pas, j'aurais pas imaginé tout ça. Ben oui, et c'est souvent ce qui se passe quand t'entends, qu'il y a des tueries de machin dans une famille ou qu'il y a des faits comme ça. Oh, j'aurais pas pu croire et tout ça. C'était pourtant quelqu'un de bien. Mais oui, mais parce que c'est des rôles. Goffman parle de face et de coulisses, de présentation de soi. On joue là-dessus. On joue sur cet équilibre-là qui est parfois mince, qui est parfois fragile, entre ce qu'on accepte de mettre en scène, de montrer, et ce qu'on conserve un peu dans ses coulisses. Et parfois, il y a des ruptures de cadre, des faux raccords, comme il en parle, le sociologue, et qui fait que finalement, ça vient dépasser à un moment donné la sphère privée. Donc, qui se soit bien comporté dans d'autres espaces, il n'y a rien qui soit étonnant. Et c'est d'autant moins étonnant que, qu'en général, les profils qui vont être pervers, etc., ils savent jouer justement des rôles, parce que l'enfermement de la victime, c'est aussi un enfermement qui est contextualisé, notamment par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, parce que le piège, le risque, en tout cas pour l'agresseur, ce serait justement d'être mis à jour. Donc tout se passe un peu en coulisses, etc. Même si parfois ça sort un peu, il y a des rumeurs, des trucs comme ça, mais globalement, en fait, la personne maîtrise suffisamment ses relations de façon à mieux isoler la personne qui est victime aussi, parce qu'elle se retrouve coincée. Elle ne peut pas dire je subis ci, je subis ça. Enfin, imaginez une femme par exemple, voire même un homme dans une emprise avec un conjoint. Le conjoint serait super cool avec l'entourage, la famille, les voisins, les repas, les amis, et puis très infect dans la vie privée, et donc du coup la vie intime, et du coup la personne elle dirait il est comme ci, il est comme ça, les autres ils disent mais c'est pas possible, il est cool, et donc du coup la personne elle se retrouve. Comment veux-tu être légitimé? Parce que l'autre, en fait, il fait tout le contraire de ce que toi, tu vois. Ce que toi, tu vois, que tu subis de façon parfois pernicieuse, parce que des fois, c'est très, très subtil, et tu te retrouves, toi, dans cette position-là, à te retrouver à analyser le moindre truc, ou à détecter, en fait, des signaux, mais qui sont complètement invisibles chez les autres. Donc, des personnes qui vont venir, et il n'y en a pas beaucoup, prendre la défense en disant « il s'est comporté très, très bien avec moi », oui, c'est possible, parce que ça fait partie aussi des profils qui manipulent, et c'est aussi, il faut aussi se dire que c'est pas parce que la personne
a commis des abus sur certaines personnes, que automatiquement c'est celui qui viole toute la planète et qui va n'importe à chaque fois qu'il voit quelqu'un, fifi, j'y vais et puis j'enlève mon pantalon. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans des circonstances, c'est en fonction de certaines personnalités aussi. Voilà, enfin, il y a tout ça qui se joue. Donc voilà, le fait que par exemple la chanteuse Noroa dise qu'il est très très bien, bah ouais, sans doute. Ben, c'est pas parce qu'il est très très bien avec toi qu'il était très très bien avec tout le monde. Et puis c'est pas parce qu'il était pas bien avec tout le monde qu'il aurait été obligatoirement obligé d'être pas bien avec toi. Il y a Zemmour là. Zemmour, il a pris la parole, etc. Donc beaucoup plus sur le versant, il a droit de faire son métier, etc. Évidemment, les procédures sont tellement longues pour aboutir à rien qu'entre-temps, effectivement, si la personne se retrouve à plus pouvoir faire son métier, évidemment qu'on peut pas lui enlever ce droit, donc on peut pas décider de façon légale, tu es interdit, t'es un paria, t'as plus le droit. Après, c'est la société, c'est le poids moral qu'il va y avoir derrière. Le juge de paix, en fait, ça va être la société qui fera ses choix. Donc la personne est libre de faire, de même que les gens sont libres de l'embaucher, lui proposer, de même que les spectateurs sont libres d'acheter des places pour aller le voir au théâtre, pour aller à ses concerts. Il y a aucun souci là-dessus. Moi, je dis juste que c'est chacun son éthique. Chacun, à un moment donné, se regarde, en fait, en fonction de ce qu'il considère être juste et mieux. Voilà, moi, là-dessus, je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est pas trop ça pour moi le sujet. Mais ce que disait Zemmour, il comparait la situation que vivait Patrick Bruel avec celle de son ami Philippe Cobert. Philippe Cobert, c'est l'acteur, je sais pas, Académie française peut-être, je sais pas, enfin acteur de théâtre qui avait joué le père de Marcel Pagnol dans le film, dans les films des années 90. Et qui a été accusé et tout ça, il y a eu des trucs, des plaintes et tout ça, des trucs en cours. Et il comparait la situation, mais alors c'est con quand même de comparer une situation à une autre vraiment de même acabit où il y a très peu de doutes. Encore une fois pour lui. Donc c'est assez maladroit en fait, les branches sur lesquelles des fois les gens se raccrochent. Après je vois beaucoup toujours des extraits de vidéos de Flavie Flament, de machin, où elle est traitée de mythomane, de trucs comme ça. Et ce qui est très embêtant, je trouve, c'est que donc on est ok de se dire qu'il y en a un qui dit la vérité et il y a 30 menteuses. Bon, ok. Mais là, on va aussi discréditer toutes ces paroles sous prétexte que finalement on focalise en fait sur Flavie Flament en disant que c'est une menteuse et tout ça. Imaginons que ce soit une menteuse. Imaginons. Est-ce que ça discréditerait en fait tous les autres discours ? Ben non, en fait. Donc c'est pas parce que on pourrait avoir des doutes par rapport à Flavie Flament dans ces cas-là pour X raisons, parce qu'elle sourit à la télé, etc. Bon, ok. Mais n'empêche qu'on peut pas associer toutes les autres à cette situation-là pour expliquer que inévitablement c'est faux. Ben non, en fait. Même si c'est pas forcément ce que je pense par rapport à Flavie Flament, n'empêche que ça ne dit rien en fait de toutes les autres situations. Mais ça devient un peu un prétexte en fait qui est récupéré pour justifier le fait que automatiquement c'est faux. Et c'est ce qui s'est passé en fait pour notamment pour Koé, l'animateur radio, qui était un peu dans la sauce et tout ça à des moments. Il y a eu un moment où il y a eu une impression que finalement c'était faux. C'était faux parce qu'en fait il avait été, il subissait du chantage. Et c'était apparu un peu à l'époque en fait où il y avait des articles où à un moment donné il y avait une histoire de chantage. Et cette histoire de chantage est vraie. La personne elle a été condamnée pour avoir tenté justement de lui extorquer de l'argent, etc. Et donc du coup ça a envoyé une espèce de signal, parce que ça rend pas service aux vraies victimes pour le coup, ça envoie le signal que automatiquement les autres sont fausses. Bah non, c'est pas, on peut pas être dans une logique en se disant que c'est un endogroupe qui partage des caractéristiques communes, etc. Il y a eu une mythomane dans l'histoire. Qui a été condamné et reconnu, ça ne blanchit pas totalement le gars, puisque de toute façon pour Koé, les plaintes sont toujours en cours. Et en attendant, bon, il bosse. Mais les plaintes, voilà, elles existent encore. Il y a toujours une instruction là-dessus. Mais c'est juste que dans cette situation, pendant en fait la sauce, pendant le début de l'instruction et tout ça, il avait reçu une menace, un chantage, comme quoi il devait donner de l'argent, sinon la personne balançait des trucs, etc. Sauf que là, effectivement, c'était faux. C'était une personne qui voulait profiter en fait de la souffrance des gens,
aussi, pour intimider le comédien dans une période où il était lui-même automatiquement fragilisé par tout ce qui se prenait dans la tronche, pour justement lui donner des sous, pour peu que lui il se dise oh là là, si ça se trouve il y a eu un truc, je vais pas en rajouter, je vais payer, enfin j'en sais rien, je connais pas, j'en sais rien, toujours est-il que oui, c'était faux. Donc sur ce coup-là, le Koei, il était victime. Mais c'est devenu comme s'il fallait, ça venait annuler tous. Et qu'automatiquement, c'était du chantage pour tous. Non. C'était pour cette personne-là qui a profité de la médiatisation à un moment. Donc voilà. Comme ça devrait pas arriver, mais c'est arrivé. Mais du coup, à partir d'un cas à part, d'une exception, on va généraliser en fait sur l'ensemble et pour soutenir toujours cette thèse en fait d'innocence totale, etc. de la personne. Donc là, il y a les maires, effectivement, des maires qui demandent, d'annuler la venue parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'annuler. Effectivement, il n'y a pas de loi qui interdit la personne. Donc là, c'est plutôt un appel aussi à la décence, etc., qui est demandé. Et puis il y a eu la phrase de Lio, la chanteuse Lio, qui il me semble très sensible sur ces questions-là, qui dit ouais, tout le monde le savait, le machin, qu'il aille se faire soigner, etc. Donc ça, par contre, ça c'est le truc qui me gave un peu, cette omerta, cette loi du silence qui fait que finalement les gens disent rien, PPDA, les gens disent rien, tout le monde sait, de machin. Alors est-ce que les gens ils savent à un niveau suffisant en fait ou pas? Est-ce que ils savent un peu mais pas trop? Enfin, je sais pas trop quoi en penser en vrai là-dessus, mais ça m'énerve un peu les gens qui arrivent en fait après le passage de la caravane, là, qui en profitent pour dire ouais de machin, qui mettent 10 balles dans le jukebox alors que t'es en train juste de dire que t'étais au courant et tu faisais rien, ou alors à moins que t'aies fait et que on t'ait empêché de parler pour X raison, mais moi ça me dérange un peu plus. Quand tu dis que tu as été témoin et dans ces cas-là, t'as rien fait, contextualise un minima pour qu'on comprenne pourquoi t'as rien fait. Est-ce que c'était une sidération du témoin? Ça peut arriver. Est-ce que tu as eu des pressions à un moment? Est-ce que tu étais peut-être fragilisé tellement à ce moment-là que de toute façon ça pouvait pas être dans ta priorité? Ou est-ce que peut-être que tu as vu des petites choses mais que t'as pas fait gaffe, t'as pas fait le lien, et finalement quand tout ça émerge, tout ça se remet dans l'ordre, et là oui effectivement ça s'allume et tu te dis mais c'était évident, voilà. Donc là je suis un peu circonspect par rapport à cette position. Voilà, c'était la deuxième sur ce sujet. Alors, je sais pas s'il y aura une troisième ou pas, mais tant que ça m'interpelle et m'intrigue, du coup je le fais. Allez, ciao!